Le soleil s'était à peine levé sur Ouagadougou que des murmures commencèrent à résonner dans les couloirs du pouvoir. Le capitaine Ibrahim Traoré, désormais chef incontesté du Burkina Faso, venait de prendre une décision aussi audacieuse que périlleuse. Il avait bloqué tout accès étranger aux ressources minières du pays. Les entreprises occidentales, habituées à puiser sans difficulté dans l'or, le manganèse et les autres richesses du Sahel, trouvèrent soudainement les portes fermées. Les contrats furent annulés. Les conseillers militaires expulsés. Les opérations d'extraction suspendues. Derrière les sourires polis des diplomates, la colère montait. Dans des salles de réunion secrètes et lors de conseils gouvernementaux classifiés, les dirigeants des anciennes puissances coloniales mirent au point un nouveau plan. Ils n'attaqueraient pas de front. Ils utiliseraient le chaos comme arme. Des fonds furent transférés à des réseaux obscurs de l'autre côté de la frontière. Des armes arrivèrent dissimulées dans des convois d'aide humanitaire. Et bientôt, des groupes armés émergèrent dans les territoires du Nord. Le capitaine T.R.A. savait qu'un danger se préparait. Il avait étudié l'histoire de l'Afrique et des leaders comme Sankara, Lumumba ou Kadhafi. Il connaissait le scénario. Résister, c'est devenir une cible. Mais cette fois, il était déterminé à réécrire la fin. Ses services de renseignement interceptèrent des messages cryptés, et les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Il y avait un complot. Un réseau de mercenaires, de terroristes et de traîtres locaux, tous unis par une même fureur. Ce qui rendait cette opération différente, c'était sa précision. Ce n'étaient pas des attaques aléatoires. Elles visaient les infrastructures, les mines, les postes militaires. L'objectif était de faire passer Traoré pour un homme faible. Mais il ne fléchit pas. Au contraire, il se rendit en première ligne. Il s'adressa directement à ses soldats, debout dans leurs bottes boueuses et en tenue de combat, leur promettant non seulement la victoire, mais aussi la souveraineté. À l'intérieur du palais, une carte sombre était déployée sur une longue table en bois. Des points rouges indiquaient les positions ennemies connues. Le capitaine les observa en silence, la mâchoire crispée. Il se tourna vers son chef des renseignements. « Suivez l'argent. Remontez jusqu'à la source. Nous devons mettre fin à cette guerre avant qu'elle ne consume notre terre. » Et ainsi commença la guerre silencieuse, menée non seulement avec des armes, mais aussi avec de la stratégie, de la résilience et une volonté inébranlable. C'était une soirée humide lorsque le message crypté arriva au palais présidentiel. Le capitaine se trouvait dans sa salle de guerre, entouré de ses conseillers de confiance, en train d'analyser des images satellites des récentes attaques à l'Est. Un jeune soldat entra discrètement, salua, et tendit une tablette sécurisée. « Message urgent, mon capitaine, de la part de l'ennemi. » La pièce se figea. Les yeux de Traoré parcoururent l'écran. Ce n'était pas une menace. C'était une proposition. Le message glaçait par son arrogance et sa clarté. « Nous proposons la paix. En échange de votre non-ingérence dans nos opérations, vous recevrez annuellement 50 milliards de francs CFA. Plus d'attaques, plus de sang versé. C'est une garantie. Il vous suffit de nous laisser continuer à extraire et à exporter. Choisissez bien. Aucun nom, aucun drapeau, juste un message anonyme venu d'une alliance entre puissances étrangères et leurs relais terroristes. Un message imbibé de cupidité et de sang. Le capitaine fit passer la tablette autour de la table. Les réactions furent partagées. Certains de ses ministres voyaient dans cette offre une opportunité de gagner du temps, de se réorganiser, de négocier ultérieurement à partir d'une position de force. Mais Ibrahim Traoré se leva lentement, les yeux brûlants d'une fureur contenue. « Pense-t-il que le Burkina Faso est à vendre ?» dit-il d'une voix basse mais tranchante. « Pense-t-il que nous avons lutté pour notre souveraineté, pour l'abandonner contre 30 pièces d'argent ?» Il abattit la tablette sur la table. 50 milliards de francs CFA. Voilà le prix qu'ils mettent sur notre dignité, sur l'avenir de nos enfants. Ils veulent nous voler, et appellent ça la paix. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Un conseiller osa murmurer. « Capitaine, rejeter cela pourrait aggraver la guerre. » Traoré hocha la tête. Oui, mais l'accepter, ce serait déjà avoir perdu. Dehors, la vie suivait son cours, les citoyens ignorant tout de la sinistre proposition formulée dans l'ombre.
Mais à l'intérieur de ces murs, une ligne venait d'être tracée. Le capitaine rédigea sa réponse, non par des mots, mais par des actes. Il ordonna l'intensification de la surveillance, le doublement des patrouilles aux frontières, et lança une enquête discrète sur les collaborateurs locaux. La guerre devenait désormais personnelle. Elle ne portait plus seulement sur un territoire, mais sur l'honneur. Et quelque part, dans une salle de réunion éloignée, un groupe d'hommes puissants comprit le silence du Burkina Faso comme une réponse. L'offre avait été refusée. Un refus silencieux, mais tonitruant. Le capitaine Ibrahim Traoré n'avait fait aucune déclaration publique. Pourtant, les ennemis savaient, ils ne fléchiraient pas. Ils ne paieraient pas. L'offre de 50 milliards de francs CFA par an avait été rejetée comme une insulte. Et avec cela, le masque tomba. La guerre ne se cachait plus. La riposte fut immédiate. En moins d'une semaine, des attaques coordonnées frappèrent 3 régions minières du Nord, incendiant les installations et massacrant les gardes locaux. Les routes furent piégées avec des engins explosifs improvisés, rendant les déplacements civils périlleux. Des messages de panique envahirent les réseaux sociaux, annonçant que le Burkina Faso sombrait dans le chaos. Mais au sein du palais présidentiel, le capitaine resta calme. Debout devant le Conseil national de sécurité, entouré de cartes et de flux numériques montrant les zones de combat, il désigna les foyers d'attaque à l'écran. Ils veulent la panique. Ils veulent la division, dit-il. Nous ne leur donnerons ni l'un ni l'autre. La pièce l'observait avec admiration. Peu de dirigeants avaient osé s'opposer aussi ouvertement aux terroristes et à leurs soutiens internationaux. La plupart avaient été renversés, exilés ou tués. Mais Traoré avait quelque chose de différent. Une connexion farouche avec son peuple et la loyauté de soldats croyants au rêve d'un Burkina Faso libre et digne. Ce soir-là, il tint une conférence de presse devant les caméras, le drapeau burkinabé derrière lui. Il s'adressa à la nation avec clarté et fermeté. Ils ont offert de l'argent pour acheter notre silence. Nous avons refusé. Ils nous ont attaqués pour briser notre volonté. Nous sommes toujours debout. Le Burkina Faso n'est pas une colonie. Ce n'est pas un marché. C'est notre maison. Et nous la défendrons, centimètre par centimètre, goutte par goutte. Le message se répandit comme une traînée de poudre. Dans les écoles, les enseignants repassèrent son discours. Dans les marchés, les anciens murmuraient avec fierté. Sur les bases militaires, les soldats chargeaient leurs fusils avec un nouveau sens du devoir. Les ennemis avaient espéré une soumission. Ils avaient réveillé la résistance. Dans l'ombre, les commanditaires du terrorisme commencèrent à paniquer. Leurs plans soigneusement élaborés se désintégraient. Ils avaient sous-estimé le capitaine. Ils pensaient qu'il était seul. Mais ils n'avaient pas compris qu'il était un symbole, et que le peuple était derrière lui. Le refus allait au-delà de la politique. C'était spirituel. C'était une déclaration. L'âme du Burkina Faso n'est pas à vendre. La veille de la mission, le complexe présidentiel était étrangement silencieux. Le capitaine Ibrahim Traoré se tenait seul dans la salle de stratégie, observant une carte numérique illuminée par les mouvements ennemis. Des points rouges clignotaient par grappes, quand terroristes confirmés, stock d'armes et emplacements soupçonnés d'abriter des agents étrangers. Il ne s'agissait plus de savoir s'ils allaient frapper, mais quand et comment. Les renseignements étaient clairs. Ces terroristes n'étaient pas de simples combattants locaux poussés par l'idéologie. Ils étaient bien entraînés, bien financés et disposaient de téléphones satellites, de communications cryptées et d'un arsenal lourd. Un équipement qu'aucune milice désorganisée ne pouvait se permettre sans le soutien d'un parrain puissant. Traoré avait attendu assez longtemps. Il était temps de passer à l'offensive. À 3 heures du matin, la garde présidentielle se rassembla sur une base aérienne secrète à l'extérieur de Ouagadougou. Des dizaines de soldats des unités d'élite, commandos, agents du renseignement spécial et techniciens en explosifs se préparèrent pour une opération directe visant à intercepter un convoi suspecté de transporter des chefs du réseau terroriste. Le nom de la mission, Opération Camire, en hommage à un soldat tombé en défendant son village lors des premières attaques. Le capitaine Traoré surprit beaucoup en décidant de diriger lui-même la mission. « Monsieur, avec tout le respect, votre place est. Ma place est là où mes hommes saignent.
Coupa-t-il en enfilant son gilet pare-balles. Si je dois tomber, que ce soit sur le champ de bataille, pas derrière un bureau. Alors que le soleil se levait à l'horizon, le convoi s'élança en silence sur un terrain poussiéreux. L'air était chargé de tension. Chaque pierre, chaque ombre pouvait cacher une embuscade. Des drones survolaient la zone, transmettant en temps réel des images aux camions de commandement. Les radios crépitaient d'ordres brefs et précis. La cible, une base fortement gardée construite dans un ancien site minier, désormais utilisé comme centre de commandement par les terroristes soutenus par des mercenaires. À 8h17, les premiers échanges de tirs éclatèrent. Les balles sifflaient dans l'air sec. Des grenades explosaient au loin, en écho. La bataille avait commencé. Des missiles lancés depuis les positions ennemies frappèrent près du convoi burkinabé. Un véhicule fut touché et s'embrasa. Les soldats, sous le feu, se replièrent en couvrant leurs camarades avec une coordination exemplaire. Traoré se trouvait en tête, criant des ordres, réconfortant les blessés et poussant ses troupes à avancer. Malgré une pluie de balles, une mine explosa près de lui, projetant une onde de choc sur tout le champ. Il fut projeté au sol, ensanglanté, meurtri, mais vivant. Sa jambe avait été déchirée par des éclats. Même dans la douleur, il refusa l'évacuation. « On avance », grogna-t-il. « On en finit maintenant. » Après des heures de combat acharnés, la base ennemie fut prise d'assaut. 5 chefs clés, masqués, en sang et désespérés, furent capturés vivants. Des documents, des armes et de la monnaie étrangère signée furent saisis. La preuve du complot était désormais entre leurs mains. À la tombée de la nuit, Traoré était de retour dans la capitale, la jambe bandée, l'uniforme couvert de poussière et de fumée. La mission avait été coûteuse, mais c'était une victoire. Un tournant décisif. Le chemin de la confrontation avait été emprunté avec courage, et la guerre s'apprêtait à entrer dans un nouveau chapitre, la justice. Cette victoire avait été durement acquise, et les cicatrices étaient profondes. Le capitaine Ibrahim Traoré se remettait encore de l'explosion qui avait ravagé sa jambe. Malgré les recommandations médicales, il refusa de se reposer. « Il n'y a pas de repos tant que l'ennemi respire sur notre sol », déclara-t-il, s'appuyant sur une canne en arpentant les couloirs du pouvoir. Son visage était marqué par la douleur, mais ses yeux inébranlables, brûlaient d'une détermination intacte. Les 5 terroristes capturés n'étaient pas de simples criminels. Les rapports des services de renseignement confirmèrent ce que Traoré soupçonnait depuis longtemps. Ces hommes étaient les agents d'une opération soutenue par des puissances étrangères. L'un avait été formé en Europe de l'Est, un autre portait des tatouages militaires français. Leur silence sous interrogatoire était révélateur. C'étaient des hommes prêts à mourir plutôt que de parler. Mais les documents saisis parlaient d'eux-mêmes. Des calendriers de paiement codés, des cartes des zones riches en minerais, des listes de collaborateurs locaux. La nation retenait son souffle. Les images des terroristes menottés et les yeux bandés circulaient sur les réseaux sociaux. Dans les marchés et les mosquées, les écoles et les stations de taxi, on ne parlait que de cela. Certains pleuraient les soldats tombés. D'autres bouillaient de rage, exigeant le sang. « Pourquoi sont-ils encore en vie ?» cria un homme lors d'un rassemblement à Bobo-Dioulasso. « Pourquoi respire-t-il alors que nos fils reposent sous terre ?» Traoré entendait les cris de son peuple. Mais il savait aussi que la justice exigeait plus que la vengeance. Les exécuter sans procès ferait de lui l'égal des tyrans contre lesquels il s'était levé. Pourtant, la pression montait. Des gouvernements étrangers, ceux-là même soupçonnés de soutenir l'insurrection, s'exprimaient publiquement contre le traitement réservé aux prisonniers. Des organisations de défense des droits humains commencèrent à réclamer de la transparence. Ironie du sort, elles étaient restées silencieuses lorsque les villages burkinabés brûlaient, mais trouvaient soudain leur voix. Le capitaine répondit, non par des mots, mais par des actes. Il ordonna le transfert des prisonniers vers une prison de haute sécurité à l'extérieur de Ouagadougou, isolée, protégée, surveillée jour et nuit. Il convoqua des conseillers juridiques, des procureurs militaires, des experts constitutionnels. Un procès aurait lieu, non pas en secret, mais publiquement. Mais alors que les préparatifs commençaient, le danger était loin d'être écarté. Une nuit, au milieu d'une forte tempête,
Un convoi transportant des témoins clés fut pris en embuscade dans un étroit col de montagne. Des coups de feu éclatèrent dans l'obscurité. Des cris résonnèrent entre les arbres. Lorsque les renforts arrivèrent, 2 témoins étaient morts. Le message était clair, les ennemis du Burkina Faso n'avaient pas dit leur dernier mot. De retour à la capitale, Traoré se tint au-dessus des corps des témoins abattus. Il serra les poings, sa jambe blessée tremblant sous son poids. « Ils veulent nous briser par la peur », murmura-t-il à ses généraux. « Qu'ils sachent que nous ne craignons pas la mort. Nous enterrons nos morts, puis nous avançons. » Ainsi, tandis que la nation était en deuil et que le procès approchait, la véritable bataille pour l'âme du pays ne faisait que commencer. L'annonce fut faite à l'aube, à la radio, à la télévision, et via des haut-parleurs dans les villages reculés. Le procès des 5 terroristes capturés commencera dans 7 jours, déclara la voix du gouvernement. Il sera public. Il sera juste. Et il se déroulera au nom du peuple. La capitale se prépara. Des salles d'audience temporaires furent aménagées dans des zones militaires. Des milliers de citoyens se rassemblèrent derrière les barricades, brandissant des banderoles. Justice pour nos morts. Pas de pitié pour les assassins. Tout le continent observait, et le monde aussi. Le capitaine Ibrahim Traoré, toujours appuyé sur une canne, entra dans la salle d'audience, non pas en tant que juge, mais en tant que témoin, symbole et garant du processus. Il refusa toute interférence avec le panel judiciaire composé de juges burkinabés respectés, d'anciens dignitaires et d'experts constitutionnels. Que la loi parle, leur dit-il. Que la vérité soit plus forte que la guerre. Le procès s'ouvrit sur des révélations choquantes. Les procureurs présentèrent des communications interceptées reliant les accusés à des conseillers militaires étrangers. Des images satellites montrèrent des réunions entre les terroristes et des dirigeants miniers dans des complexes anonymes. L'un des accusés céda sous la pression et avoua que son équipe avait reçu la promesse d'un asile dans un pays occidental s'il parvenait à déstabiliser le gouvernement de Traoré. La folie à l'État. Une vague de fureur éclata à l'extérieur. Des cris de colère envahirent l'air. Les forces de sécurité durent contenir la masse grandissante qui exigeait une exécution immédiate. Ils vendent notre or. Ils brûlent nos maisons. Et maintenant, ils veulent un procès équitable, hurla une femme dont les 2 fils avaient péri dans une embuscade terroriste. Mais le capitaine resta inflexible. Il diffusa un message national ce soir-là. La justice n'est pas la vengeance. Nous ne tomberons pas dans les pièges qu'ils nous tendent. Si nous les tuons sans procès, ils auront gagné. Ils diront que nous sommes des barbares. Mais si nous les exposons au grand jour, si nous leur arrachons leurs masques sous la lumière, alors leurs maîtres trembleront. Le procès se poursuivit pendant plusieurs jours, diffusé en direct sur la télévision nationale. Les écoles suspendirent les cours pour permettre aux élèves de regarder. Dans chaque foyer, des villes jusqu'aux campagnes, les gens se rassemblèrent autour des écrans et des radios, écoutant chaque témoignage, chaque preuve. Puis vint le moment le plus difficile. Un procureur demanda la peine de mort. Il énuméra chaque attaque, chaque village brûlé, chaque enfant devenu orphelin. Il conclut par une phrase, « Ces hommes ne sont pas humains. Ce sont les outils d'une machine qui tue sans conscience. Le peuple réclame justice. Nous réclamons la corde. » La salle d'audience se figea. Même le vent semblait suspendre son souffle. À l'extérieur, l'attention se rompit en acclamations. Mais à l'intérieur, les juges murmurèrent entre eux. Traoré observait, conscient de ce qui était en jeu. Ce n'était plus un simple procès de 5 hommes. C'était le procès de l'âme d'une nation, et le verdict final restait à écrire. Le procès avait atteint son apogée. Les preuves étaient accablantes. Les aveux, irréfutables. L'opinion publique brûlait comme de l'herbe sèche sous un soleil implacable. Le peuple réclamait du sang. Une justice mesurée non par des verdicts, mais par des exécutions. Le panel judiciaire, après de longues délibérations, revint avec une décision unanime, coupable sur tous les chefs d'accusation. Trahison, terrorisme, meurtre de masse, conspiration avec des puissances étrangères. La salle éclata dans un vacarme étourdissant. Certains pleuraient. D'autres criaient de soulagement. À l'extérieur, des milliers attendaient les derniers mots dans un silence fébrile. Puis la sentence tomba, nous déclarons les accusés coupables.
Et pour leurs crimes contre le peuple du Burkina Faso, nous recommandons la peine de mort. Le tonnerre explosa dans les rues. Des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Des danseurs envahirent les places publiques. Pour beaucoup, c'était une forme de clôture. Mais à l'intérieur de la résidence présidentielle, le capitaine Ibrahim Traoré était seul. Le dossier de la sentence ouvert devant lui, sa main immobile au-dessus de la ligne de signature. La décision finale lui revenait. Au Burkina Faso, la peine de mort existait encore, mais n'avait pas été appliquée depuis des années. Signer cet ordre serait un acte historique. Le refuser serait, pour beaucoup, une trahison. Dans un cas comme dans l'autre, le poids était insupportable. Le capitaine convoqua son cercle rapproché, conseillers, généraux, chefs religieux, experts constitutionnels. Le débat. Nous ne pouvons pas montrer de faiblesse, déclara un général. La clémence sera interprétée comme de la peur. Mais tuer, c'est inviter la malédiction, rétorqua un imam. Même dans la justice, il doit y avoir de la retenue. Qu'ils pourrissent en prison jusqu'à la fin de leur jour. Un évêque chrétien prit la parole à son tour. Capitaine, si vous signez cet ordre, le monde se retournera contre vous. On ne se souviendra pas des terroristes. On dira que c'est vous qui avez tué. Et nos morts? Demanda alors une mère dont les 2 fils étaient tombés au combat. Qui se souvient d'eux? Ces hommes ont massacré nos fils. Leur sang n'est-il pas sacré? Traoré écouta chacun d'eux. Puis, il se leva. Si je signe ce papier, ce ne sera pas un simple trait d'encre. Ce sera une déclaration, non seulement à eux, mais au monde entier. Le Burkina Faso ne pardonnera pas ceux qui vendent notre terre et massacrent notre peuple. Mais nous devons aussi nous interroger. Devenons-nous comme eux, si nous versons du sang pour soulager notre douleur? La pièce plongea dans un silence total. Personne ne put répondre à cette question. À l'approche de l'aube, Traoré sortit. Les rues étaient désormais calmes. La foule s'était dispersée. Un enfant s'approcha de lui, pas plus âgé que 10 ans, tenant un petit drapeau du Burkina Faso. « Capitaine, dit-il d'une voix douce, allez-vous les faire payer ?» Traoré plongea son regard dans celui du garçon. Il y vit de l'espoir, mais aussi de la tristesse. L'avenir l'observait. Il se retourna et murmura « Je ferai ce qui est juste, même si cela me fait mal. » Et ainsi, la décision vie ou mort reposait entre ses mains, non comme un guerrier, mais comme un homme. Dans les jours qui suivirent le verdict, les rues de Ouagadougou se firent silencieuses. Non pas par paix, mais par attente pesante. Tous attendaient une chose, la décision du capitaine. Les rumeurs tourbillonnaient comme des feuilles sèches dans le vent. Certains disaient qu'il avait déjà signé les ordres d'exécution en secret. D'autres pensaient qu'il penchait vers la clémence. Nul ne savait vraiment. L'opinion nationale était divisée. Dans les marchés, des vieillards débattaient avec des étudiants. Dans les cafés, dans les bus, la question résonnait. Doivent-ils mourir ou vivre? Pendant ce temps, les ambassades étrangères publiaient des déclarations mesurées, appelant à une justice équilibrée. Les chaînes internationales diffusaient des débats sans fin sur le dilemme moral de Traoré. Des groupes de défense des droits humains intensifièrent la pression, l'accusant de faire du procès un théâtre politique. Mais sur le sol burkinabé, beaucoup ne voyaient pas dans cela la justice pour 5 hommes, mais pour 5000 âmes. Traoré, lui, restait silencieux. Il passait ses journées à rencontrer les familles des victimes. Des mères dont les fils avaient disparu, des paysans dont les villages avaient été incendiés, des veuves dont les maris reposaient dans des fosses communes. Il écoutait, parlait peu, mais portait leur chagrin comme une armure. La nuit, il marchait seul dans les jardins du palais, hanté par le souvenir de la mine qui avait failli le tuer. Il touchait sa jambe, encore marquée par les éclats, et se souvenait de l'explosion, des cris, du poids de ce soldat blessé qui l'avait traîné jusqu'à la sécurité. Son pays saignait. La question était simple, davantage de sang allait-il vraiment guérir les plaies du pays? Dans l'ombre de la ville, les ennemis observaient et attendaient. Des agents étrangers infiltrés dans des ONG, des journalistes aux allégeances dissimulées, des diplomates au sourire froid. Tous attendaient de voir si le capitaine leur offrirait l'excuse qu'ils espéraient. Une exécution publique provoquerait une indignation internationale, des sanctions, l'isolement.
Peut-être même une nouvelle tentative de déstabilisation de son pouvoir. Dans sa salle de guerre privée, Traoré réunit son haut commandement. « Je veux la vérité », dit-il. « Pas de politique, pas de peur. Dites-moi ce que vous croyez. » Un général répondit, « L'exécution apportera le feu, ici comme ailleurs. Mais elle apportera aussi la peur. La peur à ceux qui croient pouvoir marcher sur notre terre et la détruire. » Un professeur ajouta, « L'histoire ne jugera pas l'acte d'exécuter, elle jugera l'intention. Tuez-les dans la rage, et nous sommes des tyrans. Jugez-les avec dignité, et nous sommes une nation. »